Yo lo que quisiera, a través de esta conversación, Ce que je voudrais, au travers de cette conversation, c'est parvenir à lier le passé au présent. Pour moi, il est important qu'aujourd'hui, les jeunes qui ne l'ont pas vécu, les jeunes générations, sachent qu'il y eut un temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, durant lesquels le prolétariat espagnol a pris en main la production et la distribution, durant lesquels le capitalisme a disparu de fait, même s'il se maintenait symboliquement. 3 ans durant lesquels le capitalisme n'a eu aucune force réelle, dans la mesure où tout était entre les mains de ceux qui travaillaient dans les usines et organisaient la production et la distribution des produits. Et ce qui s'est déroulé entre 1936 et 1939 en Espagne est la preuve manifeste que les ouvriers ont la capacité de reconstruire le monde. Magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Grupos de gentes, carne proletaria, al margen de la acción revolucionaria, presencian asombradas las heroicas gestas que abre una ancha perspectiva, amplio horizonte a la España futura. Sur toutes les boutiques et les cafés, des panneaux annonçaient qu'ils avaient été collectivisés. Les employés et les barman vous regardaient droit dans les yeux et vous traitaient d'égal à égal. Les expressions serviles ou simplement respectueuses avaient temporairement disparu. Plus personne ne disait monsieur, ni même vous. On traitait les autres de camarades et on les tutoyait. On disait salut au lieu de bonjour. Une de mes toutes premières expériences fut de me faire réprimander par le gérant de l'hôtel parce que j'avais voulu donner un pourboire au liftier. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come. Esa es su fuerza y su virtud.
avait plus de voitures particulières. Elles avaient toutes été réquisitionnées. Tous les tramways et les taxis et la plupart des autres transports publics étaient peints en rouge et noir. Partout, on voyait des placards révolutionnaires qui flamboyaient en rouge et en bleu éclatant, si bien que les rares affiches restantes semblaient maculer les murs. Au long des Ramblas, l'artère centrale de la ville où les flots humains montaient et descendaient sans cesse, les haut-parleurs diffusaient à pleine puissance des chants révolutionnaires toute la journée et jusque bien avant dans la nuit. Mais le plus surprenant, c'était l'allure de la foule. À en juger par l'apparence extérieure, c'était une ville dans laquelle il n'y avait plus de gens riches. En dehors d'un nombre limité d'étrangers et de femmes, on ne voyait plus de gens bien habillés. Presque tout le monde portait les vêtements simples, propres à la classe ouvrière, ou bien des bleus de chauffe ou quelques variantes de l'uniforme des miliciens. Tout cela était étrange et impressionnant. Bien des choses que je voyais, je ne les comprenais pas, et d'une certaine manière, elles me choquaient. Mais j'ai immédiatement compris que c'était un état de choses pour lequel ça valait la peine de lutter. Parce que le cours du temps ne s'interrompt pas le 19 juillet, le mot d'ordre de grève générale antifasciste qu'a lancé la CNT s'avère insuffisant. Il faut prendre en compte les besoins vitaux des gens. Il faut ravitailler les milices. Alors les libertaires, qui sont désormais maîtres de la rue, saisissent l'opportunité de mettre en place un nouvel ordre social, ce communisme libertaire qu'ils portent en eux depuis si longtemps. Ruedas de las máquinas suceden las ruedas de los camiones que van a cargar o han cargado ya víveres destinados a distintos lugares de reparto y aprovisionamiento. Por carreteras y calles van los camiones en direcciones distintas hacia el lugar de su destino. Este camión descarga su mercancía en el economato de Santa Coloma. Il s'agit d'un impératif vital en même temps qu'un fantastique espoir révolutionnaire. Et face à une telle situation, les mots d'ordre sont superflus. Les travailleurs, les syndicats s'emparent des entreprises. Autobus, métro, hôpitaux, les services publics se mettent en marche. Le 24 juillet, les tramways collectivisés par la CNT sillonnent à nouveau Barcelone. Les ouvriers se réunissent en assemblée générale. Ils décident de la nouvelle orientation du travail, salaires égaux et délégués pour planifier la production. Mais la situation reste complexe. Parmi les gens fortunés, la peur s'installe. C'est l'heure des règlements de compte. Nombre de cadres et de techniciens ont fui ou bien se sont cachés parce qu'ils sont compromis avec les fascistes. Beaucoup ne veulent pas collaborer avec un système social nouveau qui les dépouille de leurs privilèges. Les travailleurs doivent donc assumer toutes les responsabilités. Dans chaque entreprise transformée en collectivité, les ouvriers font face aux besoins les plus immédiats. En dépit de la propagande,
l'industrie socialisée de l'alimentation doit affronter une situation difficile. Bientôt, de longues files d'attente s'étirent devant les magasins. Les produits commencent à manquer, car le fascisme contrôle de vastes secteurs agricoles tandis que les villes les plus importantes se trouvent dans le camp républicain. Malgré ces difficultés, l'alimentation est en quelque sorte la vitrine d'une révolution qui ne se limite pas à la production mais assure également la distribution. De plus, c'est un secteur dans lequel on peut procéder à la réduction de la circulation monétaire. On n'effectue plus les paiements avec de l'argent capitalisable, on utilise des cartes de producteurs ou des bons qui correspondent souvent à un salaire familial. Les familles se ravitaillent dans les magasins collectivisés, dans les coopératives de distribution. Dans toute la zone républicaine, les travailleurs transforment l'industrie métallurgique pour l'adapter aux nouvelles nécessités de la guerre. Les besoins sont si pressants que l'on ne peut attendre une quelconque planification venant d'en haut. À Barcelone, mettant à contribution toutes les ressources humaines, des entreprises comme Vulcano, Hispano-Suiza, Girona se mettent à produire des camions blindés, des grenades, des armes de toutes sortes, des moteurs d'avion. Avec les milices en marche, avec les républicains défaits, parce qu'ils voyaient qu'en réalité le fer de lance contre la droite c'était la CNT, il fut facile depuis le balcon de la mairie de proclamer le communisme libertaire. Que signifie communisme libertaire? Que le droit à la propriété est aboli, que posséder ne se justifie aucunement. Donc par conséquent, celui qui avait un troupeau, c'était un troupeau. C'était un troupeau à la commune et non le sien. Celui qui avait 4 cochons à tuer cette année-là, s'il n'avait besoin que d'une moitié, c'était 3 cochons et demi qui revenaient à la communauté. Et ainsi de suite.
Et cela, je peux l'attester, parce que mes parents se trouvaient précisément dans cette situation. Et les 3 cochons et demi saisis pour la commune, c'est moi qui, pour éviter les histoires, les ai réquisitionnés. La production et la distribution sont planifiées au cours d'assemblées générales. Des équipes de travail s'organisent, les grandes propriétés sont confisquées, la production est conduite collectivement sur l'ensemble de la commune, les petits propriétaires apportent leurs terres, leur matériel, leur savoir-faire, les registres du cadastre sont brûlés, les clôtures détruites. L'un des reproches que l'on faisait au comité révolutionnaire, c'est qu'il ne donnait pas de reçu de ce qu'il avait ramassé. Cela n'était pas par hasard. On avait beaucoup discuté pour donner ou non des reçus pour les produits qui s'accumulaient dans le magasin général. Et on avait conclu que donner des reçus, c'était reconnaître la propriété. Et comme elle avait été abolie formellement depuis le balcon de la mairie, il ne fallait donner de reçus à personne. Au contraire, pour justifier la distribution, il fallait noter sur le registre ce que chacun recevait. D'abord pour que chacun ait sa part, et puis pour éviter les spéculations. Du point de vue révolutionnaire, c'était la meilleure position que l'on pouvait prendre. Que cela ait pu donner lieu à des abus, c'est possible. Mais à Calanda, il n'y en a pas eu un seul. Il y avait la Fédération des collectivités. Nous pratiquions le troc des marchandises. Nous apportions des haricots, par exemple, et on nous donnait des pois chiches. La collectivité d'Alcaniz avait des chaussures, donc elle nous donnait des chaussures. En ce qui concerne l'approvisionnement pour les besoins de la collectivité, c'est-à-dire de la commune, parce qu'avant d'être une collectivité étrangère à la commune, c'était la commune tout entière. Donc pour l'approvisionnement, avant la guerre déjà, le syndicat, pour ses adhérents, était en relation avec l'entreprise Cross. Ce fut facile de recontacter cette entreprise pour qu'elle continue à nous fournir les engrais. Par chance, pour nous qui voulions supprimer l'argent, Cross lui aussi préférait des marchandises plutôt que de l'argent. Par conséquent, on n'avait pas besoin d'argent pour continuer à être approvisionné en engrais. Il y avait l'échange de marchandises. Et c'était ainsi avec l'industrie de l'habillement à Valence, l'industrie de la chaussure, beaucoup d'industries. Le système était le même. L'argent, nous le gardions pour les achats extérieurs au secteur collectivisé. Calanda est allé jusqu'au bout. Tu veux être individualiste parce que tu n'aimes pas travailler en équipe? Eh bien, tu seras individualiste. Mais l'économie est à tous. À la longue, tu verras que toi, avec tes efforts, tu ne fais pas le 8e de ce que fait une équipe de 8. Tu auras besoin d'une paire de mulets pour travailler la terre. Or, on peut sans problème travailler toutes les terres de Calanda avec 4 tracteurs. Il s'agit d'un mouvement qui fonctionne de bas en haut. Il substitue la solidarité et l'appui mutuel à la concurrence capitaliste. Et sa dynamique, il prétend l'alimenter par la force de l'exemple. Puis nous devions faire des conférences. Nous allions coller des affiches jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. En plus de ces conférences, nous avions une action quotidienne. Nous récupérions les enfants du quartier et nous leur donnions des cours. Et comme c'étaient les enfants eux-mêmes qui posaient des questions, ils étaient beaucoup plus intéressés. Et ils avaient une grande envie de savoir. C'était une autre méthode.
Ils se passionnaient tous. Et ce que je ne savais pas, quand je rentrais à la maison, je restais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour l'étudier et le lendemain pouvoir répondre à ces gamins. Sinon, je demandais aux compagnons, « Tiens, ils m'ont demandé cela, que vais-je leur dire ?» De plus, le dimanche matin, comme nous sortions déjà ensemble tous les deux, parfois nous emmenions les enfants à la campagne et nous leur donnions des leçons de choses sur les plantes, les fleurs. Nous étions allés au parc pour leur montrer les poissons et tout ça. Ces enfants avaient un grand désir d'apprendre, une passion merveilleuse. Je peux vous dire que ma mère fut institutrice laïque dans des écoles créées par un libre penseur nommé Gabarro. Une personne riche qui utilisa sa fortune pour créer des écoles laïques dans un pays où tout l'enseignement était aux mains de la religion. Poursuivant cette tradition, nous trouvons le formidable essai qui lui coûta la vie de l'école moderne de Ferrer. Ferrer est tué en 1909. En 1910, la CNT est créée. Et la CNT fait en sorte qu'à côté de chaque syndicat, il existe une école rationaliste. Ensuite, il y eut des initiatives individuelles qui furent très importantes. Mes parents, en créant en 1898 la Revista Blanca. L'essai de Riner de los Ríos avec l'institution de l'enseignement libre. Et ensuite, l'œuvre ignorée et méconnue du camarade Sánchez Rosa en Andalousie, qui écrivit l'avocat de l'ouvrier, l'arithmétique de l'ouvrier, la grammaire de l'ouvrier. C'était la bibliothèque de l'ouvrier offrant aux travailleurs les moyens de se former pour se défendre dans les luttes sociales. Ces écoles étaient gratuites. Les syndicats se cotisaient pour payer les frais de ces écoles. Les instituteurs, en majorité, étaient des bénévoles. L'œuvre culturelle réalisée par le biais des Athénées, de ces écoles rationalistes, de ces bibliothèques, de tout ce que fit la Revista Blanca, de ce que fit Sánchez Rosa, de ce que d'autres firent, tout cela forme un ensemble. C'étaient des enfants de 10, 12, 13 ans. Ils lisaient les journaux et ensuite ils allaient à l'école. Et les parents de ces enfants venaient à l'école du syndicat. Et là, ils apprirent beaucoup de choses. Le village était formidable. C'est un malheur ce qui est arrivé, car le village répondait très bien. L'école de mon époque. Tu entrais à l'école. La première chose à faire était de hisser le drapeau, puis de chanter un hymne au drapeau, puis de prier. C'était à peu près tout. Quand tu sortais à midi, à nouveau baisser le drapeau, rechanter le chant au drapeau et prier. C'était ça l'école officielle que nous avions là-bas. Le syndicat, dès sa création, avait organisé une école du soir dans ses propres locaux. Le jour, nous allions à l'école et le soir à celle du syndicat, où on examinait et on analysait ce que l'enseignement officiel apportait aux jeunes. Au moment du mouvement de 1936, ce local était un couvent. Et le syndicat n'avait pas mis plus de 10 jours pour y monter ce que l'on a connu ensuite, comme le groupe scolaire Francisco Ferrer, où on avait introduit notre littérature de l'école rationaliste et où on avait employé tout le personnel de l'école officielle connue à Calanda pour qu'il s'occupe de l'enseignement des enfants. Jusqu'au 19 juillet, Calanda n'avait que 3 maîtresses et 3 maîtres pour tous ses enfants. Et à partir du jour où la CNT s'est occupée de l'éducation, Calanda a disposé de 18 classes. La Novella Idéal fut fondée en 1925, en pleine dictature. Nous eûmes recours à ce procédé pour faire de la propagande pour l'amour libre, de la propagande anticléricale, de la propagande contre l'État, enfin toutes sortes de propagande qui ne pouvaient passer par le biais d'une revue ou d'un journal et qui passaient mêlées à une histoire d'amour ou à un conflit familial dans la Novella Idéal. Le travail fait par la Novella Idéal fut reconnu même par le franquisme qui dit que la famille Urales avait empoisonné une génération d'Espagnols. Car grâce à la Novella Idéal, beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes s'initièrent aux idées.
D'abord, il lisait la novella idéale, puis il commençait à lire des brochures et finissait par lire les journaux et les revues. Peu à peu se formaient des consciences. Hagas el sueco. Adelante. Lávate esa cara, so puerco, que te la has llenado de tinta. ¿El Valencia? Yo. ¿Qué pasa? ¿La documentación? ¿Qué es eso? La cédula. ¿Qué mejor documentación puede presentar un obrero que sus herramientas de trabajo? ¡Tabernero! ¡Ah! ¿Qué desean? ¿Quién es el Valencia? Este. Y si eso no les convence, aquí tienen ustedes varias casas de exportación y agentes de aduana que pueden decirles quién soy yo. ¿Quién es el Valencia? ¿Tienes teléfono? Sí, señor. Yo bajaré a informarme. Conforme. ¿Y ese quién es? Un sueco. ¿De nacionalidad sueca? No, de oído. ¿Cómo se llama? El Solapas. No, no, su nombre propio. A ver, venga la documentación. ¡Hey! ¡Solapas! ¿La documentación dónde la tiene? Con este animal no hay manera de entenderse, es más sordo que una tapia. Aquí debe estar. Está bien. Le syndicat CNT du spectacle a collectivisé l'industrie cinématographique et se charge de la production. L'art, la création et la technique sont aux mains des travailleurs eux-mêmes et le cinéma participe à l'élaboration d'une culture différente. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! ¡Viva la FAI! ¿Qué nos traes? Os traigo unos trozos de la vida del verdadero pueblo que lucha y construye un nuevo mundo. ¿Qué título llevará? Bajo el signo libertario.
Au sein du mouvement des jeunesses libertaires, il y avait une ambiance culturelle immense. Nous avions de nombreux débats. Là, on discutait de tout. C'est dans les jeunesses libertaires que j'ai commencé à connaître la littérature française. Les compagnons nous disaient il faut lire les livres. Nous parlions de Jean-Jacques Rousseau, nous parlions des auteurs français, Émile Zola, qui était celui qui nous expliquait l'ambiance populaire en France, toutes ces choses. Il nous disait par exemple, lisez un livre et ensuite nous allons le commenter. Les séances où il y avait le plus d'ambiance et beaucoup d'assistance étaient les débats sur le thème de l'amour libre. Amour libre que beaucoup confondaient avec libertinage, évidemment. Quand Federica Montseny fut ministre de la Santé dans le gouvernement de la République, nous avions obtenu une chose immense qu'à ce jour on demande encore en Espagne et qui n'est toujours pas obtenue, l'avortement libre et gratuit. La pilule n'existait pas à cette époque. Ainsi, sans pilule, sans contraceptif, avoir une liberté sexuelle complète, c'était risquer d'avoir des enfants sans les avoir désirés. Il ne faut pas oublier qu'en Espagne, la femme était très soumise. Elle était élevée, puis soumise à la famille, au mari et à tout le monde. En avril 1936, 3 camarades avaient fondé le fameux mouvement de Mujeres Libres. Elles sont venues me contacter afin que j'aille les aider, mais je les ai envoyées paître. Je ne voulais pas, ça ne m'intéressait pas, car je ne partageais pas cette opinion. Un jour, je ne sais pas d'où c'est sorti, on décida qu'au sein des jeunesses libertaires, il devait y avoir un secrétariat féminin. C'était une espèce de racisme qui se créait au sein de l'organisation. Moi, je voyais ça ainsi. Dans ce cas, j'allais adhérer au mouvement de Mujeres Libres sans avoir le sentiment d'être des leurs pour voir ce qu'elles faisaient entre femmes. Et c'est lors de mon admission que je vis qu'elles avaient eu raison de fonder ce mouvement. C'était presque une école de militantes, de femmes qui devaient se préparer plus pour apporter une contribution à la lutte sociale que pour être un mouvement féministe comme on le conçoit aujourd'hui. Je passais la plupart de mon temps avant la débâcle, en tournée de propagande, parcourant la région, voyant ces femmes, les laissant parler. Ces femmes trouvaient en nous un langage qu'elles n'avaient jamais entendu. Nous leur disions « Parlez, quels sont vos sentiments ?» C'est-à-dire que nous les laissions se manifester et elles nous expliquaient ce qu'elles ressentaient. Cela surprendra peut-être les compagnons, ces femmes avaient un désir ardent de libération car elles se sentaient soumises. Sur le front, la situation est de plus en plus dramatique. Le peuple a du courage à revendre, mais les armes manquent. Ces armes que les démocraties refusent à la République, Hitler et Mussolini les fournissent aux armées de Franco. Les milices s'épuisent dans leurs tentatives pour prendre Huesca et Saragosse. Au nord, le destin des Asturies et d'Euskadi est en train de basculer. Pendant 30 mois de guerre, Madrid sera une ville assiégée. Sa seule défense est le peuple en armes.
compañeros, compañeros, hasta aquí ya hemos llegado. Atrás dejamos la noche con la violencia y el miedo. Dejamos en los caminos compañeros que no han vuelto, que no han podido seguir contra este brutal esfuerzo. Que larga ha sido la noche y el alba que tanto tarda. Salid al camino, hermano, que no amanece por nada. Y en nombre de los caídos, de los que nunca llegaron, hagamos de su esperanza tiempos de hombre renovado. Vamos ahora, compañeros, a defender lo alcanzado, a seguir hacia adelante. La lucha no ha terminado. Defendamos los salarios, los panitos y los ríos, la igualdad entre los hombres, las montañas y los trigos. Que larga ha sido la noche y el alba que tanto tarda. Salid al camino, hermano, que no amanece por nada.